Donc bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Lavran, je suis doctorante en troisième année donc à l'URCA au sein du laboratoire BIOS et aujourd'hui je vais vous parler donc, de mon sujet de thèse qui porte sur les formidables pouvoirs du cordon ombilical. Donc tout d'abord je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Suite à l'obtention de mon baccalauréat, j'ai fait une prépa BCPST et suite donc au concours à l'issue de cette prépa, j'ai intégré une école d'ingénieur en génie biologique assez généraliste et comme j'ai toujours été passionnée par le domaine de la santé et de la médecine, j'ai décidé de me spécialiser dans les procédés pharmaceutiques. Et pour me spécialiser encore plus en ingénierie tissulaire, qui est vraiment le domaine de la médecine qui m'intéresse, je réalise donc une thèse dont le sujet est utilisation des tissus périnataux en bioimpression 3D, terme que je redéfinirai un petit peu plus tard. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une thèse? Et donc, cette thèse me donnera le grade de docteur. Donc ensuite, qu'est-ce qu'une thèse? Il existe deux types de thèses, les thèses de sciences et les thèses d'exercice. Les thèses d'exercice, c'est celles que réalisent les médecins et les vétérinaires qui leur donnent donc le droit d'exercer la médecine. Moi, ce que je réalise, c'est donc une thèse de sciences. Ce type de thèse peut être réalisé dans toutes les disciplines qui existent. Elle donne également le titre de docteur et est notamment nécessaire pour devenir professeur des universités ou maître de conférences. Une thèse de sciences en sciences expérimentales comme la mienne dure en moyenne 3 ans, avec la possibilité de prolongement d'1 an, mais il faut justifier de cette nécessité de prolonger. Et c'est aussi et surtout conditionné par le financement, puisque s'il n'y a pas de financement, comme c'est souvent le cas dans les thèses de sciences humaines et sociales, il n'y a pas de durée déterminée et le doctorant peut prendre le temps qu'il veut pour réaliser sa thèse. Une thèse, elle peut se réaliser en laboratoire de recherche ou en entreprise, c'est notamment le cas des thèses CIFRE. Et en recherche, on a un contrat de travail particulier qui est un contrat doctoral. Et une thèse, ça se réalise sous l'encadrement d'une direction de thèse qui est composée d'un directeur de thèse et d'éventuellement d'autres co-directeurs ou co-encadrants. Cette direction de thèse, elle est super importante parce que c'est les personnes qui vont diriger, valider et accompagner le doctorant durant toute sa réalisation. Et donc c'est très important d'avoir une bonne relation avec sa direction de thèse et c'est notamment un point auquel il faut faire attention lors des entretiens. À la suite d'une thèse, on peut se diriger vers une carrière académique et devenir maître de conférences ou professeur des universités. Ou alors on peut se diriger vers une carrière industrielle et à ce moment-là, on a accès à un peu tous les domaines de l'industrie, la recherche et développement, la production, la qualité et on peut même créer sa start-up. Pour ma part, c'est plutôt la direction vers laquelle j'irai, puisque en tant qu'ingénieur, j'ai été formée pour l'industrie et c'est vraiment ça qui me plaît, le côté plus concret, plus appliqué de la recherche que ce qu'on peut faire en recherche académique. Pour faire une thèse, il faut avoir des motivations parce que ça prend du temps, de l'énergie, c'est vraiment 3 ans à temps plein. Donc une des motivations, ça peut être la passion. Il faut vraiment être intéressé par son sujet de thèse, il faut que ce soit quelque chose sur lequel on a envie et plaisir à travailler parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut aussi avoir une grande envie d'apprendre parce qu'on apprend tous les jours et c'est nécessaire, des nouvelles techniques, des nouvelles connaissances, par les échanges avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose pour lequel on ait de l'appétit. Et une motivation peut aussi être l'envie de contribuer à la recherche puisque c'est le principe d'une thèse, apporter de nouvelles connaissances sur le domaine dans lequel on travaille. Donc ça peut être aussi un moteur de vouloir contribuer à la connaissance commune. Donc maintenant que ce point est fait, je vais pouvoir passer plus précisément à mon projet, donc, qui est l'utilisation des tissus périnataux en bioimpression 3D. Ce projet il s'inscrit dans la thématique de l'ingénierie tissulaire. L'ingénierie tissulaire, c'est le domaine de la biologie qui fait appel à un peu toutes les connaissances, toutes les techniques de la biologie dans le but de recréer, réparer, régénérer des tissus et des organes. Ça a notamment des applications en médecine régénératrice comme alternative au greffe ou à l'utilisation des modèles animaux en recherche. Pour faire de l'ingénierie tissulaire, on peut utiliser des biomatériaux. C'est mon cas, avec un matériau, pour moi, qui est biosourcé, puisque à partir de tissus humains. Et le type de matériaux que j'utilise, ce sont des hydrogels, qui sont particulièrement importants, puisqu'ils sont majoritairement composés d'eau, comme le corps humain. Parce que je pense que vous avez tous un peu la donnée, comme quoi on est à 70% composé d'eau, donc les hydrogels miment bien les organes et l'environnement des cellules dans l'organisme. Mes hydrogels, je les fabrique à partir du cordon ombilical. Donc les tissus périnataux au sens large, c'est la membrane amniotique, le placenta et le cordon ombilical. Moi, je m'intéresse surtout au cordon ombilical. Cet organe, il a une structure assez simple. Il est composé de 3 vaisseaux, une veine et 2 artères qui font le lien sanguin entre la mère et le fœtus. Et ces vaisseaux, ils sont entourés d'un tissu gélatineux blanc qui s'appelle la gelée de Wharton. Et c'est ça que moi, j'utilise.
Plus particulièrement, de la gelée de Watson, j'utilise la matrice extracellulaire, c'est-à-dire tout sauf les cellules. Et donc, ce qui est majoritairement composé de collagène et d'acide hyaluronique également. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le collagène, qui est donc la protéine de structure des tissus, parce que c'est cette protéine qui peut former un réseau qui va faire que le gel va se tenir. Et c'est également une molécule que les cellules vont reconnaître et sur lesquelles elles vont pouvoir s'attacher. Donc concrètement, comment on fait un hydrogel à partir du cordon ombilical? Donc, on commence par récupérer la gelée de Wharton du cordon ombilical, on enlève les cellules. Ensuite, je le digère grâce à une enzyme, ce qui me permet d'obtenir une solution de matrice extracellulaire que je remets dans les bonnes conditions de pH, d'osmolarité, c'est-à-dire de concentration en sel et de température, à savoir celle du corps humain 37 degrés, et ça permet d'obtenir un hydrogel. Cet hydrogel, pour qu'il puisse être utilisé en tant que biomatériau, il doit répondre à certains cahiers des charges. Je dois notamment vérifier que la matrice est toujours intègre, c'est-à-dire que tout le processus qui me permet d'obtenir l'hydrogel n'a pas endommagé les composants de la matrice extracellulaire et notamment le collagène. Je dois également m'assurer qu'il gélifie bien puisque je veux obtenir un hydrogel. Je dois identifier et quantifier ses propriétés mécaniques et également sa synérèse, c'est-à-dire son comportement en milieu hydraté, puisque je le rappelle, nous sommes un milieu hydraté. Je dois également vérifier ses propriétés biologiques, à savoir est-ce qu'il est toxique pour les cellules environnantes lorsqu'elles sont en contact avec celui-ci, comment réagit le système immunitaire, quel est l'impact sur le sang et également quelle est la réponse de l'organisme dans sa globalité à l'introduction de ce matériau. Donc ça va être un peu l'organisation de ma présentation, vous présenter pour chacun de ces items comment on peut faire et quels sont les résultats sur mes hydrogels. Donc tout d'abord, pour vérifier l'intégrité de la matrice, on peut réaliser une électrophorèse, ce qui nous permet de voir est-ce que les protéines sont dégradées. Et dans notre cas, on voit que l'on a bien ici les bandes qui correspondent au collagène, donc on sait déjà qu'on a du collagène et que celui-ci n'est pas dégradé. Ces fibres de collagène, on peut également les observer avec différentes techniques de microscopie. Et ça nous permet d'avoir d'autres informations comme leur taille, leur diamètre et leur périodicité, ce qui nous permet de les identifier et également de les comparer avec d'autres types de tissus. Donc on peut voir que pour le cordon, le diamètre d'une fibre est environ de 0,05 micromètres. À titre de comparaison, c'est 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Donc c'est vraiment tout petit et c'est variable en fonction des tissus puisque si on regarde par exemple ce que l'on obtient sur un hydrogel formé à partir de tendons de queue de rat, on a des fibres 3 fois plus grosses. Alors pourquoi le tendon de queue de rat? Tout simplement parce que c'est la matrice extracellulaire de référence utilisée en recherche. Du coup, pour mon travail, on a comparé les résultats des hydrogels de cordon aux hydrogels faits à partir de tendons, ce qui nous permet de montrer que notre modèle il est plus intéressant et puis surtout il est humain, donc il a plus vocation à être utilisé en médecine humaine. Donc on a bien vu qu'on avait des fibres, maintenant on va regarder si ces fibres elles s'organisent et elles permettent à l'hydrogel de se former. Donc l'hydrogel on l'obtient simplement en mettant la solution à la température de 37 degrés. Et cette gélification, on peut la suivre par absorbance, puisque au cours de l'organisation des fibres, il y a une opacification du gel, donc la lumière qui va passer à travers la quantité de lumière qui va passer à travers va varier, et donc ça, on va pouvoir le mesurer facilement avec un spectrophotomètre. Et ça nous permet d'avoir les informations de quand est-ce que commence la gélification et quand est-ce qu'elle se termine, et également si on a des différences de gélification entre nos deux tissus. Comme ici, on peut voir par exemple que la gélification de l'hydrogel de tendon est plus rapide que celle de l'hydrogel de cordon. On peut également suivre cette gélification en regardant les propriétés mécaniques, puisque entre une solution et un hydrogel, il n'y a pas les mêmes propriétés mécaniques, notamment le module viscoélastique qui nous informe sur la dureté du gel, si on peut dire. Et donc on peut également avoir les mêmes informations à partir de quand est-ce que le gel commence à devenir plus dur, combien de temps ça dure et quel est ce module viscoélastique final. Et donc on voit qu'au bout de 40 minutes, on a des gels gélifiés. Ces propriétés mécaniques, on peut aller les voir un petit peu plus en détail. Ce qu'on fait sur les hydrogels, c'est principalement de la compression. Le problème, c'est qu'un hydrogel, comme je le disais, c'est majoritairement composé d'eau. Donc si on compresse un hydrogel, on va comprimer de l'eau. Et ce n'est pas très intéressant d'avoir les propriétés mécaniques de l'eau, puisque nous, ce qu'on veut, c'est plutôt les propriétés mécaniques de tout le reste. Donc pour cela, on travaille avec des chercheurs de Metz qui ont développé un banc de compression qu'on dit confiné, c'est-à-dire que le piston et la base sont en métal poreux, et donc l'eau va pouvoir s'échapper au fur et à mesure de la compression, ce qui va nous permettre de ne garder qu'uniquement la composante non eau et donc notre matériau.
Et donc ça nous permet entre autres d'obtenir le module d'élasticité ou le module de Young, mais aussi d'autres propriétés comme la perméabilité ou la raideur, et ça nous permet d'avoir des informations sur la dureté des hydrogels et toujours de les comparer. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'hydrogel de tendon est plus dur que l'hydrogel de cordon, néanmoins on reste sur des valeurs de module d'élasticité qui sont très faibles. Les hydrogels, ils sont très mous, si j'appuie dessus, je les écrase. On peut également faire de la rhéologie sur les hydrogels, c'est-à-dire regarder leur comportement en tant que fluide. Donc c'est le module viscoélastique que je vous présentais un peu plus tôt. Et donc là, on a la même tendance, des meilleures propriétés mécaniques pour le tendon que pour le cordon, mais toujours des valeurs faibles. Du coup, on aura plutôt des hydrogels qui seront applicables à la régénération de tissus mous, puisqu'ils sont très mous. La cinérèse, elle est importante à évaluer parce qu'on va donc mettre les hydrogels dans un milieu hydraté. Et ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que dans ce milieu hydraté, ils vont se dégrader, se contracter, est-ce qu'ils vont changer de forme ou relarguer quelque chose, puisqu'on doit savoir comment est-ce qu'ils vont se comporter quand ils seront implantés. Donc pour cela, on a suivi leur masse au cours du temps, et ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une perte très importante de masse, de l'ordre de 50% pour le cordon et de 60% pour le tendon, ce qui est assez important, et donc on s'est demandé, est-ce qu'ils se dégradent ? Pour déterminer s'ils étaient dégradés, on a dosé les protéines dans le liquide résiduel, et il s'est avéré qu'on avait très peu de protéines, donc on en a plutôt conclu que c'était l'eau qui en est sortie. On a également pris des photos, et ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a une opacification des hydrogels lorsqu'on les met dans un milieu liquide, mais qu'on n'observe pas de contraction. Donc on a une réduction de masse, mais pas de réduction de volume, c'est quelque chose qui était assez surprenant comme résultat et qu'on est encore en train d'expliquer. Donc globalement, si je reprends mon petit schéma, on a plutôt validé ou du moins regardé toutes les propriétés physico-chimiques. Donc maintenant, on va s'intéresser aux propriétés biologiques. Tout d'abord, la cytotoxicité. Donc ça, c'est une valeur qui nous permet de dire que le matériau ne tue pas les cellules. Pour cela, on met en contact les matériaux durant 24 heures avec des cellules et on évalue le nombre de cellules toujours vivantes. Et on considère qu'un matériau n'est pas cytotoxique lorsqu'il y a plus de 70% de cellules toujours vivantes après 24 heures. Donc on voit que c'est le cas pour nos deux hydrogels. On a également mis des cellules dessus et dedans et on peut voir qu'elles sont toujours vivantes, c'est-à-dire qu'elles sont colorées en vert. Elles sont également bien étalées, ce qui signifie qu'elles adhèrent et qu'elles apprécient plutôt bien le matériau. On a ensuite regardé comment réaliser les cellules immunitaires sur les hydrogels. Le type de cellules qu'on a regardé, ce sont les neutrophiles. Ce sont des cellules qui, en cas d'attaque extérieure des granules, c'est-à-dire relarguent dans le milieu des formes réactives de l'oxygène. Ces formes réactives de l'oxygène, elles peuvent avoir plusieurs actions, notamment l'oxydation des protéines, des lipides, ce qui va déstabiliser les membranes, et également elles vont causer des dommages sur l'ADN. Alors ça, c'est intéressant quand on veut lutter contre des bactéries. Par contre, si cette inflammation elle est trop importante, si le matériau qu'on implante induit de l'inflammation, eh bien, tous ces processus ils vont aussi pouvoir attaquer les cellules de l'organisme, et donc on va avoir un empêchement de la cicatrisation et de la régénération du tissu. Donc nous, on a regardé quelle était justement la production de ces formes réactives de l'oxygène quand les cellules neutrophiles sont en contact avec nos hydrogels. Et ce que l'on a pu voir, c'est que l'on a moins d'activation de ces cellules par les hydrogels de cordon que par les hydrogels de tendon. Donc ça, c'est avec des cellules qui n'étaient pas activées au préalable. Cependant, dans le cas d'une implantation, les neutrophiles ils sont déjà activés par l'acte chirurgical qui est lui-même inflammatoire, puisqu'on vient inciser les tissus, léser les vaisseaux sanguins. Donc pour savoir si l'inflammation causée par le matériau s'ajoutait à l'inflammation déjà présente par l'acte chirurgical, on a tout d'abord activé les cellules avec du LPS, c'est du lipopolysaccharide, c'est un composé des membranes des bactéries qui donc active les cellules. Et ce que l'on a pu observer, c'est que l'on n'a pas d'augmentation de l'activation de ces cellules et donc de processus inflammatoires lorsque nos hydrogels sont en contact avec des cellules comme elles le seraient dans le cas d'une implantation. On a ensuite regardé quel était l'effet de nos matériaux sur le sang. Donc tout d'abord, on regarde l'hémolyse, c'est-à-dire est-ce que les hydrogels ne détruisent pas les globules rouges. La limite acceptable, c'est 5% d'hémolyse, et donc on voit bien que nos matériaux ils sont très en dessous, puisqu'ils sont à environ 1,5%, donc c'est parfaitement acceptable. On regarde également la coagulation. On ne cherche pas forcément à avoir un matériau très procoagulant, mais on ne veut surtout pas qu'il n'empêche la coagulation.
Et donc ce que l'on peut voir, c'est qu'on a de meilleures propriétés coagulatives pour l'hydrogel de cordon que pour l'hydrogel de tendon. Comme on peut voir également sur les images, il semblerait qu'il y ait plus de globules rouges sur les hydrogels de cordon que d'hydrogel de tendon. On a ensuite également regardé ce qui se passait au niveau global, puisque malheureusement, on doit passer par le modèle animal pour valider les matériaux. Donc ce que l'on a fait, c'est que l'on a mis les hydrogels sous la peau du dos de rat, on a récupéré les tissus, on a fait une analyse histologique, c'est-à-dire on a fixé, coupé et coloré. La première coloration qu'on fait, c'est l'hématoxyline éosine safran. Ça permet de distinguer les structures, de voir où est le matériau, où sont les tissus et éventuellement certains types de cellules. Et dans notre cas, on a également réalisé des colorations au rouge Picrocirius qui nous permet de voir l'inflammation lorsque cette lame est exposée à la lumière polarisée, la fibrose, cette fibrose qui apparaîtrait en vert si elle était présente, ce qui n'est pas le cas sur nos hydrogels, ce qui implique que les matériaux sont plutôt bien tolérés et donc c'est la réaction que l'on recherche. Donc globalement, on a regardé un peu toutes les propriétés qui sont plutôt validées pour ce type de matériaux. Néanmoins, il y a encore du travail à faire. Par exemple, on pourrait pousser la caractérisation. On ne sait toujours pas ce qui se passe réellement en cinérèse. On a également plus à investiguer la composition, puisqu'on sait que c'est majoritairement composé de collagène, qu'on a également de l'acide hyaluronique, mais il y a aussi beaucoup d'autres protéines, également des lipides que l'on aura besoin d'identifier, notamment pour expliquer certaines propriétés biologiques. On pourrait aussi chercher à améliorer les propriétés mécaniques, puisque, comme je le rappelle, on a des hydrogels très mous, donc qui ne sont pas forcément applicables à la génération de tout type de tissu. Donc ça pourrait être une propriété à améliorer. On pourrait également ajouter d'autres molécules à l'intérieur pour essayer d'avoir d'autres propriétés, comme des propriétés antibactériennes qui sont très recherchées dans les biomatériaux, puisque ça permet de limiter le risque d'infection. On cherche également à, plutôt que d'avoir des hydrogels moulés, avoir des hydrogels imprimés, ce qui permettrait de mieux contrôler la structure et la porosité, pour également mimer d'autres tissus. En collaboration avec d'autres laboratoires, on s'est amusé à essayer de faire des hydrogels avec d'autres types de tissus. Et on travaille aussi également à valoriser ce projet par le biais d'articles, de brevets et de présentations au cours de conférences scientifiques. Et pour ma part, je suis en 3e année de thèse, donc il va également avoir la rédaction de mon manuscrit qu'il va falloir faire pour compiler et résumer tous ces résultats. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous en savez un peu plus sur ce qu'on peut faire avec le cordon ombilical et je serai ravie de répondre à vos questions.